Je vais effectivement vous parler de Black Rot, mais pas précisément de l'enquête qu'on a réalisée. Enfin, je pourrais en dire deux mots à la fin. Je vais juste revenir un peu sur le millésime et sur quelques éléments de biologie du champignon. Donc on a intitulé ça effectivement le Black Rot, une maladie en recrudescence. Notamment dans le sud-est de la France, cette année, on a eu quand même de gros dégâts. Donc, juste pour rappel, c'est une maladie cryptogamique qui date du 19e siècle, donc qui a été détectée aux États-Unis au tout début du 19e siècle, qui a été détectée en France plutôt à la fin du 19e siècle, donc dans la région, dans l'Hérault et dans le Gard. Ça arrivait à peu près aux mêmes périodes que le mildiou et l'oïdium, les deux grandes maladies, les deux autres grandes maladies de la vigne. Alors habituellement, la maladie est plutôt présente sur des vignobles un peu plus frais et humides, donc comme les vignobles de la façade atlantique, mais également le Beaujolais ou la Savoie. Et puis, de façon un peu plus sporadique, on peut avoir des problèmes dans certaines parties de l'Ardèche, de la Drôme et du Gard. Alors pour rappel, le dernier millésime avec une forte pression dans la région sud-est, c'était 1997. Donc des épisodes comme on les a connus cette année, on en a déjà rencontré, donc c'est pas exceptionnel en soi, même si effectivement ça fait quand même quelques années qu'on n'avait pas été confronté à la maladie. Et pour cette année, donc, les principaux dégâts qui ont été constatés, c'est dans les vignobles de l'Ardèche, le nord du Gard principalement, la Drôme, le Vaucluse, et plus localement dans quelques vignobles de l'Hérault. Donc ça, c'est pour le sud-est. Ensuite, j'ai emprunté une diapositive au réseau des chambres d'agriculture qui a fait, au dire des conseillers chambres des différents vignobles français, un peu un état des lieux de la présence de la maladie en 2015. Donc on voit que dans le sud-est, c'est assez rouge, donc une forte présence avec des dégâts significatifs de la maladie. Également, donc une présence très, très dommageable dans le sud-ouest, enfin, notamment sur le Gironde et Dordogne. Et puis on a quand même sur le reste du vignoble une présence, même si elle n'a pas engendré des pertes de récolte significatives, quand même une présence assez marquée. Donc voilà pour la photographie de la maladie donc de cette année. Quelques rappels sur les symptômes. Donc on a une tache assez évoluée déjà sur feuille, qui est assez caractéristique des symptômes d'oïdium. Après, donc, on voit aussi assez régulièrement donc, des taches en coup de fusil, donc effectivement les taches qui sont très présentes sur la feuille. Et donc là, ce sont déjà des taches qui sont évoluées et on voit les petits points noirs, les pycnides, qui vont participer à la dissémination de la maladie. Donc ça, les symptômes sur feuille. Sur grappe, alors là encore, c'est un état très avancé. Donc je sais que Caroline, dans ses diapos, a un panel des différents stades d'évolution de la maladie sur baie, donc je ne vais pas m'étendre plus. Mais bon, vous voyez bien évidemment qu'on peut avoir des dégâts extrêmement importants et sévères et qui engendrent bien évidemment des pertes de récolte significatives. Et on peut, donc là, en gros plan, des différents niveaux d'atteinte de la maladie. Et puis, on a aussi des dégâts d'échancre sur les... Donc là, c'est sur une inflorescence. On peut également avoir ce genre de symptômes sur les sarments. Par rapport au développement de la maladie, donc on a une conservation du champignon donc sur les différents organes qui ont pu rester accrochés dans la végétation, donc les vrilles, les grappes qui ont pu ne pas être ramassées, des vieilles feuilles. Donc la maladie va se conserver, le champignon va se conserver sous deux formes, sous forme de péritèse, donc dans le cadre de la reproduction sexuée, et de façon un peu plus marginale, sous forme de pycnie, issue de la reproduction asexuée. Et donc après une phase de maturation pendant l'hiver, on va avoir à partir du printemps, une fois que les spores que les péritèses et les pycnies auront suffisamment mûri, on peut avoir éjection, libération des ascospores dès les premières pluies de printemps. Alors ce qui est assez particulier, c'est notamment sur les péritèses, on peut avoir début de dissémination à partir de pluies extrêmement faibles, puisqu'on peut avoir à partir de 0,3 mm libération des ascospores. Donc la contamination qui peut se propager après une pluie très très faible. Les ascospores peuvent être facilement disséminés par le vent. Donc c'est eux qui vont entraîner une contamination à distance, une dissémination à distance de la maladie. Donc on peut avoir également donc, une conservation sous forme de pycnides qui, eux, vont être libérés avec des pluies un peu plus importantes, qui sont
beaucoup moins véhiculés par le vent, mais qui peuvent être plus disséminés par les pluies. Donc on va plutôt avoir des contaminations locales. Et donc si les spores, moi c'est comme pour les autres maladies bien évidemment, si les spores rencontrent des organes verts de la vigne, on va avoir germination, formation de filaments mycéliens et la maladie va se propager. Donc les conditions nécessaires au développement de l'épidémie, donc le champignon Black Rot a besoin absolument d'eau liquide à différents stades de son évolution. Donc on l'a vu sur la maturation des périthèces, sur la projection des ascospores et sur la libération des pycnidiophores. Après, la particularité aussi par rapport au mildiou, c'est qu'on a besoin de temps d'humectation assez important. Donc ça, c'est variable selon la température. Donc l'ordre de grandeur, c'est à peu près 15-18 heures au printemps pour avoir effectivement des contaminations. Et plus les températures augmentent, plus la durée d'humectation nécessaire diminue. Donc on est plutôt à 6-9 heures l'été. C'est notamment les raisons qui expliquent qu'on a, dans les enquêtes qu'on a pu réaliser ou les témoignages des vignerons, plutôt de la maladie sur des secteurs qui sont en zone humide. Au niveau des températures de germination, on est sur des températures relativement basses, puisque la germination peut commencer à partir de 8-9 degrés. Pour rappel, c'est 11 degrés pour le mildiou, ce qui explique notamment que traditionnellement, c'est une maladie qui est plutôt présente dans les vignobles plutôt frais. La sensibilité des organes, donc tous les organes verts, comme on l'a vu sur les photos précédentes, sont sensibles aux contaminations. Donc les feuilles, les baies, les rafles, etc. Pour les feuilles, donc la période de sensibilité maximale, c'est comme souvent pour les maladies, c'est c'est sur les jeunes organes, donc à partir de l'apparition des jeunes feuilles, généralement jusqu'à post-floraison. Pour les baies, donc c'est un peu plus tard que pour le mildiou ou l'oïdium, c'est plutôt entre nouaison et véraison avec une sensibilité maximale au moment de la fermeture. À partir du moment où les baies sont en train de vérer, on ne peut plus avoir de nouvelles contaminations, donc c'est comme pour l'oïdium. Par contre, on peut avoir évolution des symptômes. Souvent, effectivement, on constate des dégâts qui évoluent jusqu'au vendange. Alors, ce n'est pas forcément qu'on a des nouvelles contaminations, c'est juste que la maladie continue à progresser. Alors, les conditions favorables, comme on l'a vu, notamment sur les ascospores qui sont facilement dispersés par le vent, les parcelles qui vont être porteuses de maladies dans l'environnement, on peut penser par exemple aux parcelles abandonnées, peuvent être source d'inoculum et favoriser le développement de l'épidémie. On a également une sensibilité variétale. Donc là, dans les enquêtes qu'on a réalisées, c'est les cépages issus du grenache, Marcellan, Calodoc, qui sont montrés particulièrement sensibles, le merlot également. Et puis donc j'ai évoqué le Gewürztraminer qui est très marginal, mais pour information qui est extrêmement sensible à la maladie. Comme je l'ai déjà évoqué, donc tous les secteurs humides sont également particulièrement propices à la maladie. Et après, en termes de conduite culturale, donc, il faut être particulièrement vigilant sur les parcelles palissées, notamment par rapport au risque de laisser des résidus de culture dans les fils de palissage. Donc, je pense notamment aux vrilles et aux grappes qui sont porteuses d'inoculum et qui peuvent favoriser l'épidémie de l'année suivante. Donc ça, pour mettre en œuvre les mesures prophylactiques nécessaires, il faut bien en amont que la maladie soit identifiée. Visiblement, en 2014, il y avait sur certains secteurs, on avait déjà des présences de symptômes, mais qui n'étaient pas forcément connus de la part des vignerons et peut-être de certains techniciens, et qui sont passés pour des dégâts de mildiou, des dégâts tardifs de mildiou. Donc on ne s'est pas méfié, on a laissé de l'inoculum, qui a pu favoriser le développement de la maladie sur certaines parcelles. Donc il semblerait, alors il n'y a pas de preuves formelles, mais il y a quand même des suspicions que les vendanges machines et la taille mécanique puissent favoriser la présence d'inoculum, notamment si effectivement on laisse encore une fois des résidus de culture dans les parcelles. Sur les mesures prophylactiques, donc je ne vais pas trop détailler, je sais que Caroline en parle également dans son intervention. Donc ce qui est préconisé, c'est de sortir et de brûler les bois de taille, donc ce qui peut être extrêmement lourd et fastidieux et très coûteux. À minima, il est conseillé d'enfouir l'inoculum par le travail du sol. Et ce qui a été extrêmement dommageable cette année, donc c'est le dernier point, c'est la précocité des pluies. Donc, l'une des explications probables du fort développement de la maladie cette année, c'est que les pluies contaminatrices ont été très précoces,
plus précoce au moins que les premiers traitements mildiou-idium. Donc, notamment, on a vu dans le Gard, il y a eu dans la région plus généralement, des pluies contaminatrices, une mi-avril, une autre fin avril. On a bien vu dans les enquêtes que dans les stratégies de traitement, ceux qui avaient commencé les traitements avant ces pluies contaminatrices ou ceux qui ont commencé après ont eu des performances des résultats très, très contrastés. Donc ces pluies contaminatrices très précoces non protégées sont extrêmement dangereuses. Donc voilà, en conclusion, je reprends quelques points que j'ai déjà évoqués. Donc la plupart du temps, notamment dans le sud-est, c'est une maladie dont on se préoccupe relativement peu. Alors je pense qu'en 2016 ça va changer, mais au moins en 2015 on s'en est pas trop méfié. Donc les stratégies de traitement étaient plutôt calées sur les risques mildiou-idium, ce qui fait effectivement qu'on n'a pas forcément positionné par rapport au risque de contamination black rot et qui explique les dégâts. Donc ça, je pense qu'en 2016 les vignerons et nous aussi les techniciens nous serons plus vigilants là-dessus. Cette année aussi on a eu des orages assez conséquents entre le 10 et le 15 juin qui ont engendré les contaminations sur grappes. Donc là, encore une fois, cet épisode pluvieux, s'il n'était pas protégé, pouvait être extrêmement dommageable. Alors, c'est pas parce qu'on a eu une très forte attaque en 2015 que c'est forcément une fatalité qu'on aura la même chose en 2016, parce que comme je le disais en introduction, la dernière forte attaque dans la région, ça date de 1997, 98, 99, 2000, ça a été relativement tranquille en black rot. Donc, donc les conditions météo du mois d'avril, du printemps 2016 vont être déterminantes. Mais pour information, l'inoculum peut se conserver plusieurs années. Donc selon Bernard Molot de l'IFV, ça peut se conserver peut-être jusqu'à 10 ans, voire plus. Donc l'inoculum, une fois que la parcelle est contaminée, il faut rester vigilant pendant quelques années pour éviter les déconvenues.